l'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 9, Michel Chauveau, inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs et ex-directeur de l'INSEP. J'ai le plaisir pour ce nouvel épisode du podcast Les acteurs de l'ombre d'accueillir monsieur Michel Chauveau. Alors ici à l'INSEP, on le connaît notamment comme ancien directeur de l'établissement entre 1997 et 2002. Mais nos auditeurs vont pouvoir constater qu'il s'agit d'un personnage détenant plus d'une corde à son arc, ou plutôt serais-je tenté de dire plus d'une dague à sa ceinture noire. Michel Chauveau, bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour et merci pour cette invitation. Michel, avant de se pencher sur ta biographie, notamment professionnelle, je voudrais aborder un art qui, me semble-t-il, t'est cher, à savoir l'aïkido. Alors, je parle d'art à dessein, puisqu'il s'agit d'un art martial, mais peut-on aussi parler de sport ? Et pourquoi avoir choisi cette belle discipline qu'est l'aïkido ? Oui, écoute, deux questions. Art martial. L'expression est assez juste parce qu'effectivement, l'aïkido est un art martial parmi d'autres arts martiaux japonais, le judo, le karaté, etc. Et c'est vrai qu'il y a une dimension esthétique, artistique et même culturelle. Cela dit, l'aïkido et les arts martiaux japonais n'ont pas le monopole de cette expression art. En France, on parle aussi des arts équestres, par exemple. En fait, le sport, on peut pratiquer le sport de très nombreuses manières. C'est d'ailleurs une de ses richesses, et y compris en recherchant dans toutes les disciplines le beau geste technique, le bon geste. C'est une démarche artistique, culturelle, d'une certaine façon. Voilà. Donc, art martial, c'est une expression française, c'est une forme de traduction d'un mot japonais, en l'occurrence le budo. Mais budo, c'est la voix du guerrier, budo. Et en fait, quand on regarde un petit peu l'histoire des arts martiaux japonais, on se rend compte que cette notion de budo est plus riche que art martial. Art martial, c'est une traduction, mais une traduction partielle. Budo, c'est la voie au sens éducatif du terme, et au sens, je dirais, du déroulement de la vie. C'est une voie pour aider chacun à vivre. C'est une voie qu'on peut prendre comme d'autres voies. Il n'y a pas cette exclusivité. Mais ce qu'il faut voir dans l'histoire des arts martiaux japonais, justement, c'est qu'on est passé des techniques, ce qu'on appelle jutsu en japonais, tu as entendu parler certainement du jutsu, etc. On est passé des techniques qui étaient des techniques nécessaires pour les samouraïs à l'époque où c'était une classe sociale importante qui avait un rôle social important, des guerriers. Mais de ces techniques, on est passé aux voies parce que certains se sont rendus compte que l'apprentissage de ces techniques, dans une perspective éducative, pouvait être une bonne forme pédagogique. Et tu as entendu parler de Jigoro Kano, fondateur du judo. Judo, la voix. C'était antérieurement des techniques de jujutsu. Il a transformé l'apprentissage de ces techniques pour en faire une voie vers la fin du 19e siècle. Morihei Ueshiba, qui est un petit peu plus jeune que lui, donc fondateur de l'aïkido, a transformé des techniques d'aikijutsu en techniques d'aïkido. Et d'ailleurs, Jigoro Kano, qui avait visité le dojo, la salle d'entraînement de Morihei Ueshiba, avait dit de l'aïkido que c'était pour lui, Jigoro Kano, un peu une forme de budo idéal au sens pédagogique. Alors c'est vrai que pour en revenir sur le côté art et le côté esthétique, l'aïkido, parce que ce sont des mouvements très amples avec des leviers longs, enfin je ne veux pas rentrer dans la technique ici, c'est esthétiquement très beau. En plus, le costume avec le hakama, qui est un vêtement traditionnel japonais, c'est assez spectaculaire, c'est intéressant. Alors, tu avais une autre question, pourquoi je me suis mis à l'aïkido ? En fait,
On reparlera peut-être des autres sports que j'ai pratiqués antérieurement, mais j'ai découvert les arts martiaux comme beaucoup de jeunes de mon âge par le judo, que j'ai trouvé très intéressant. Et puis comme j'avais un esprit curieux, je suis allé faire du karaté-do. Et puis j'ai découvert l'aïkido, mais j'ai aussi découvert d'autres arts martiaux comme le kendo, la voie du sabre, ou le kyudo, la voie du tir à l'arc japonais. Et puis comme on ne peut pas tout faire, j'ai fait ce qui me paraissait le plus intéressant pour moi, en l'occurrence l'aïkido. Mais si j'avais eu davantage de temps disponible, j'aurais peut-être approfondi dans les autres arts martiaux. Alors justement, le sport a traversé ta vie, à la fois comme pratiquant et dans ta vie professionnelle. Que représente pour toi le sport et quel rapport entretiens-tu avec lui ? Est-ce que le sport, c'est une présence indispensable dans ta vie ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai eu envie de faire du sport très tôt, comme beaucoup d'enfants, beaucoup d'adolescents. Et j'avais une mère qui n'avait pas pratiqué de sport à sa génération, et qui voyait le sport comme une activité plutôt dangereuse. Donc en fait, ma mère m'a freiné dans l'apprentissage du sport. Et finalement, je la remercie, puisque ça, c'est pas forcément bon de freiner les enfants. Ça, au contraire, ça les excite. Donc quand j'étais enfant, je rêvais de faire du sport. Je rêvais de faire du sport en groupe. Je me renseignais d'ailleurs sur les sports. Je faisais presque des fiches de travail dessus, sans le pratiquer, parce que j'avais quelques interdits familiaux. En fait, je n'ai réellement commencé à pratiquer le sport qu'au collège. À l'époque, il y avait l'ASU, qui était l'ancêtre de l'UNSS, l'association sportive scolaire et universitaire. Et à cette époque-là, j'ai fait du football, parce que ce qu'on me proposait au collège, il y avait que le football. Mais bon, enfin, ça m'avait déjà plu. Après, je suis passé au lycée, j'ai changé d'établissement, et là, il y avait davantage d'offres, si je puis dire. J'ai découvert le handball, j'ai beaucoup aimé pratiquer le handball. Et à cette époque, on en reparlera sans doute aussi, je me suis occupé du foyer socio-éducatif de l'établissement scolaire, et les arts martiaux m'intéressaient, ça attirait mon esprit. J'avais proposé au proviseur de l'époque de créer une section judo, justement, au sein du lycée, dans le cadre de l'ASU. Il s'était opposé parce qu'il craignait que ça fasse une concurrence avec un club local. Bon, ça valait ce que ça valait comme argument. Enfin, ça manifestait mon intérêt pour le sport, pour les développements de ces activités. Et en fait, autre exemple qui illustre un petit peu le rôle pédagogique des parents, dans le côté positif éventuel de leurs freins, je n'ai appris à nager qu'à 13 ans. Ce qui, maintenant peut paraître curieux, mais à mon époque, c'était pas complètement rare, mais déjà un peu tard. Mais j'étais tellement motivé pour apprendre à nager qu'en 4 séances, je savais nager. Et donc j'avais 13 ans, et puis à 20 ans, 21 ans, je suis devenu maître nageur. Donc j'ai toujours aimé, en fait, dans cet exemple comme dans d'autres, approfondir ma pratique sportive, et le diplôme de moniteur était souvent un peu une perspective. Enfin, c'est ce que j'ai fait en natation, en plongée sous-marine, en aïkido, parce que je suis devenu enseignant assez vite, finalement. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup appris au plan technique et pédagogique en enseignant, parce qu'on est obligé de réfléchir sur sa pratique. Et donc, ça donne des perspectives d'amélioration importantes. Donc voilà, par rapport à ta question sur le sport, ça m'a toujours attiré, c'est très important pour moi. Je suis un peu philosophe de formation aussi. Bon, il y a une formule que tu connais sans doute, mens sana in corpore sano, qu'on attribue souvent à Coubertin, alors que c'est une formule latine bien plus ancienne du poète Juvénal, ça date du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais c'est très bien que Coubertin l'ait reprise d'ailleurs. Mais c'est très important. Dans nos sociétés judéo-chrétiennes, on a souvent tendance à négliger le corps, à le voir comme quelque chose pas très positif, alors que si on n'a pas un corps en bon état, l'esprit ne peut pas fonctionner. Donc il est pour moi absolument évident qu'il faut cultiver les deux. Et j'ai essayé de le faire. Alors, tu as parlé de plongée sous-marine. Quid des activités qu'on pourrait, en caricaturant un peu, situer aux frontières du sport. Donc, je pense à la plongée sous-marine, justement, au planeur que tu as pratiqué, l'avion à moteur plus tard. Est-ce qu'il y a chez toi, Michel, un côté aventurier ou une recherche d'absolu dans ces activités pour ressentir des sensations grisantes ?
Alors, si tu associes au mot aventurier le côté dangereux, je dirais pour moi pas vraiment, parce que justement, et en tant que moniteur de plongée subaquatique notamment, alors c'est vrai, ces activités sont dangereuses. Mais c'est comme la conduite automobile. Si tu ne respectes pas les règles, tu risques d'avoir un accident. Mais si tu respectes les règles, ça va très bien. Donc le côté aventureux au sens danger, c'est pas ce que je cultive en soi, bien au contraire. Mais sinon, pourquoi j'ai pratiqué ces activités? Là aussi, ça m'attirait, parce qu'il y a un côté magique. Nous, Homo sapiens, on travaille dans 2 dimensions, en général sur la planète, sur la Terre. Explorer d'autres dimensions, les 3 dimensions, que ce soit en profondeur, à la plongée subaquatique ou dans les airs, je trouvais ça assez fascinant. C'est un premier aspect. Je trouve que j'ai commencé par au niveau aérien, j'ai commencé par le vol à voile exprès, d'accord. Parce que c'est magique de pouvoir se déplacer dans l'air, de monter dans les airs avec un outil, un planeur qui est plus lourd que l'air. Il y a un côté magique, et puis ça se rapproche aussi des arts martiaux dans le côté culturel. Ces activités, plongée subaquatique, vol à voile, vol à moteur, ça nécessite que tu apprennes des choses nouvelles, importantes, notamment sur la météorologie, sur la physique pour la plongée subaquatique. Je peux te donner de nombreux exemples. Donc en fait, ça t'enrichit culturellement. Et ça revient un peu à ta première question. Il y a une dimension culturelle dans les pratiques sportives, quelles qu'elles soient. Donc voilà un peu ce qui m'a attiré. Pour des raisons de santé, à mon âge, je ne plonge plus, mais j'ai plongé pendant plus de 40 ans, j'ai appris à beaucoup de monde, je ne regrette pas de l'avoir fait. On peut passer à autre chose, il faut justement, c'est un des intérêts du sport, c'est qu'on peut faire des sports adaptés aux différents aux âges de la vie. Alors, ta formation initiale est davantage tournée vers la philosophie, les maths, la science, et puis vers l'éducation. Tu deviens d'ailleurs conseiller d'orientation au milieu des années 70. Comment ta carrière professionnelle s'est réorientée ensuite dans le monde du sport? Est-ce qu'il s'agissait d'une volonté délibérée d'évoluer dans ce milieu, ou est-ce finalement un heureux concours de circonstances? Les circonstances ont peut-être été favorables, mais c'était vraiment un projet délibéré. Je te l'ai déjà un petit peu évoqué. Pour moi, dans le sport, il y a une dimension culturelle. Et si j'ai fait de la philosophie, c'était aussi... À l'époque, je pratiquais des activités sportives simultanément. Je préparais des diplômes d'enseignant ou j'enseignais. Donc pour moi, tout cela était lié. Et comme je te l'ai très rapidement évoqué, quand j'étais au lycée, je m'occupais de foyers socio-éducatifs d'établissements scolaires. Donc pas uniquement d'activités sportives, mais d'activités de jeunesse, d'éducation populaire. Je me suis aussi beaucoup occupé de ciné-clubs, de clubs de peinture, etc. Donc pour moi, le métier d'inspecteur jeunesse et sport, sur lequel on reviendra peut-être, c'était un métier qui me permettrait, si j'y arrivais bien sûr, à travailler dans des dimensions qui m'intéressaient, que j'avais déjà explorées, développées, aussi bien les questions de jeunesse, d'éducation populaire que de sport. Donc je dis en plaisantant, mais il y a quand même une grande part de vérité. Je suis devenu conseiller d'orientation là, entre guillemets, un petit peu par hasard, parce que je passais des concours, j'avais une maîtrise de philosophie, je passais les concours de CAPES agrégation. À l'époque, le nombre de places était quand même très très limité, même si j'étais pas trop mauvais, j'arrivais dans les 10 premiers pourcents, mais il fallait arriver dans le premier pourcent pour être prêt. Donc j'ai passé d'autres concours administratifs, dont le concours de conseiller d'orientation, ce qui, je dis un peu en plaisantant, m'a permis de réfléchir à ma propre orientation. Et donc au bout de 6 ans d'activité de conseiller d'orientation, ce que je ne regrette pas d'avoir fait d'ailleurs, et ce qui me sert toujours dans ma vie actuelle, on en reparlera sans doute avec l'Institut français du cheval et de l'équitation. Donc à cette époque, j'ai exploré d'autres concours qui auraient pu m'intéresser, enfin pas 36 d'ailleurs, essentiellement le concours d'inspecteur jeunesse et sport. Je pensais que je pourrais utiliser mes petites expériences personnelles dans ce métier. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc j'ai passé le concours, j'ai été reçu, tant mieux, et j'ai ensuite poursuivi l'essentiel de ma carrière au ministère chargé de la jeunesse et des sports, dans les fonctions, enfin avec le grade d'inspecteur jeunesse et sport. Voilà. Alors justement, penchons-nous un petit peu sur ce qu'est un inspecteur de la jeunesse des sports.
et à plus forte raison un inspecteur principal. Que fait-il? Que fait aussi un chef de bureau au ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui est un poste que tu as occupé pendant 7 ans dans les années 80? Un inspecteur de la Jeunesse et des Sports, c'est un personnel d'encadrement du ministère. Ce ministère existe dans les formes qu'on connaît, surtout après la guerre de 40. Il y a eu des prémices plus tôt, je peux rentrer dans le détail, mais ce n'est pas forcément le lieu ici. Et les corps d'inspecteurs ont été créés finalement pendant la guerre de 40, d'une certaine façon. Jeunesse d'un côté, sport de l'autre. Ça a fusionné ensuite. Et en fait, il s'agissait, avant la guerre de 40, du temps de Léo Lagrange et après, de promouvoir le sport et l'éducation populaire pour le plus grand nombre. D'une certaine façon, s'agissant de l'éducation populaire, c'était un complément de l'école, pas inutile, pour le plus grand nombre, justement. Et il y avait besoin, le gouvernement, l'État avait besoin de personnel d'encadrement. Ça a été les inspecteurs de la jeunesse et des sports, dont le métier a profondément évolué. Il n'est plus maintenant ce qu'il était à l'époque, mais est resté malgré tout toujours cette idée de fonction de manager, je dirais d'ingénieur de projet, de coordonnateur d'équipe technique ou pédagogique, notamment sportive, pour la mise en place de politiques du ministère des Sports. Donc en fait, le métier d'inspecteur, il peut être très diversifié. Dans ma carrière assez longue à Jeunesse et Sport, j'ai exercé de nombreux métiers différents, peut-être 6, 7, 8, c'est pas la peine de les numéroter spécialement, mais c'est une richesse. En fait, les postes que j'ai occupés, je les ai occupés en général entre 3 et 5 ans à peu près, et donc j'ai pu diversifier les expériences, les enrichir et les compléter. Donc voilà, quelques éléments sur le métier d'inspecteur jeunesse et sport. Inspecteur principal, c'est un grade promotionnel, ça ne change pas forcément la nature des tâches. Alors, tu évoquais les tâches que j'ai eues au ministère en tant que chef de bureau. Je me suis occupé effectivement de plusieurs bureaux, plusieurs époques de ma vie professionnelle. Le ministère avait décidé de créer un emploi de chef de bureau pour mettre en œuvre une formation continue des personnels, notamment des personnels d'inspection, parce qu'à l'époque, 1983, les directions d'objectifs, les directions du sport, les directions de la jeunesse, mettaient en place quelques actions pour leur personnel propre, technique et pédagogique, sport ou jeunesse, mais il n'y avait pas de coordination et rien n'était prévu pour le corps d'encadrement, justement, des inspecteurs. Donc, je travaillais à l'époque en direction départementale, dans le Val d'Oise. C'était des activités fort intéressantes, d'ailleurs. Et puis, j'ai vu paraître une fiche de poste au ministère pour ce bureau. J'y allais un peu innocemment, je ne savais pas trop ce qui se passerait, mais ça m'intéressait de compléter mon expérience en service déconcentré par une expérience en administration centrale. Je n'ai pas été déçu. Donc j'ai mis en place ce bureau de la formation continue des personnels d'inspection qui peu à peu est devenu le bureau de la formation continue pour l'ensemble du ministère. Puis de la formation continue, on est passé au recrutement et à la formation. J'ai eu le plaisir de mettre en place les premiers concours de recrutement de professeurs de sport et de conseils d'éducation populaire et de jeunesse. Ça, c'était en 1986. Donc tu vois, finalement, assez vite, le côté ingénieur de projet, mise en œuvre de projet pouvait s'exprimer. Puis ensuite, j'ai fait d'autres choses, on rentrera peut-être dans le détail si tu veux, mais c'est un métier d'un potentiel extrêmement riche, à mon avis. Et dans le côté management, créateur de projets, mise en œuvre de projets. Un des intérêts aussi, pour moi, de l'emploi de chef de bureau, c'est que tu as une responsabilité relativement limitée sur un secteur donné, par exemple la mise en place de la formation continue, mais en même temps, tu mesures toi-même les résultats de ton action, tu peux les évaluer toi-même. Je préfère ce genre d'emploi à des emplois beaucoup plus généraux, polyvalents, où tu touches un peu à tout sans trop savoir finalement à quoi tu sers. Là, je pouvais vraiment le mesurer. Et d'ailleurs, dans les appréciations administratives
que j'ai pu avoir. Il y en a une qui m'a beaucoup plu, d'un directeur de l'administration centrale. Il m'a dit « Chauveau, vous êtes un fonctionnaire dangereux. » Ah bon, oui, vous êtes un fonctionnaire dangereux, vous avez des idées. C'est amusant sur la notion de fonctionnaire. Et non seulement vous avez des idées, mais vous arrivez à les mettre en œuvre. J'ai trouvé ça comme une appréciation extrêmement flatteuse et puis qui correspondait surtout, au-delà de la flatterie, hein, c'est pas important ça, c'est ça qui m'intéressait. C'était avoir des projets et les mettre en œuvre, les évaluer. Voilà. Ça a guidé largement l'ensemble de ma carrière. Alors Michel, dans tes activités professionnelles, tu as eu l'occasion de travailler au profit des disciplines sportives que tu as pratiquées. Est-ce que tu peux en dire davantage ? Oui, en fait, c'était aussi une des raisons qui m'amenait à passer le concours d'inspecteur jeunesse et sport, parce que je me disais qu'il serait sans doute possible que je travaille aussi un petit peu dans le secteur de ces activités. Et d'ailleurs, pour être précis, puisque j'avais passé déjà des brevets de moniteur d'aïkido ou de plongée sous-marine, avant de travailler à Jeunesse et Sport, j'avais vu comment ça se passait. J'avais d'ailleurs quelques critiques personnelles à faire sur le déroulement de ces examens, essentiellement parce que je trouvais que l'État ne jouait pas suffisamment son rôle de régulateur et que ces diplômes d'État étaient davantage des diplômes fédéraux avec la caution de l'État. Enfin, je pourrais développer, bien sûr, mais en fait, le fondement de mes critiques, c'était un peu ça. Et donc, je m'étais dit que peut-être, je pourrais, dans mes activités professionnelles d'inspecteur jeunesse et sport, travailler un petit peu au profit de ces disciplines pour éventuellement améliorer les choses dans le sens qui me paraissait nécessaire d'améliorer, à savoir en faire davantage des diplômes d'État. Et d'une certaine façon, je crois que j'ai réussi à le faire, puisque j'ai été dans l'ordre ou dans le désordre. J'ai été nommé délégué ministériel par le directeur des sports, qui était Jacques Gropey à l'époque, pour m'occuper des fédérations d'aïkido, parce qu'il y avait 2 fédérations, et la direction des sports ne savait pas trop comment gérer ce problème. Et donc, mes connaissances techniques du sujet étaient pour elle un atout, donc j'ai essayé de jouer un rôle dans ce sens. Et j'ai aussi simultanément, même si c'était une tâche différente, j'ai été nommé inspecteur coordonnateur des brevets d'État d'aïkido. Donc j'ai organisé les brevets d'État. J'ai même modifié les textes réglementaires en liaison avec les fédérations. Donc il y avait tout un travail autour qui mobilisait mon expérience, mes compétences dans ce domaine. Et si je ne les avais pas eues, d'ailleurs, j'aurais été beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins armé pour faire ce travail. Et je n'aurais pas été très crédible non plus vis-à-vis des fédérations sportives qui étaient mes partenaires. J'ai fait exactement, toutes choses égales par ailleurs, le même travail au profit de la plongée subaquatique. Et à une époque de ma carrière professionnelle, non seulement j'ai été nommé inspecteur coordonnateur des brevets d'État, mais Hervé Savy, qui fut mon supérieur hiérarchique à un moment, Hervé Savy qui était délégué à l'emploi et aux formations, m'a demandé de l'aider à réformer la filière professionnelle plongée subaquatique à l'époque où on créait ce qui a succédé au brevet d'État, à savoir le BP-JEPS, le brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport, ainsi que le DE et le DES. Donc finalement, mon passé sportif, avant de venir à jeunesse et sport, a selon moi été un atout pour mieux travailler et puis pour renvoyer un petit peu la balle, si je puis dire, retour d'ascenseur pour les fédérations sportives. Parce que quand même si je peux être critique parfois, je sais l'importance du travail qu'elles font pour le développement du sport. Et plus généralement, et pour conclure sur ce sujet, je pense qu'il est bien que dans le recrutement des inspecteurs jeunesse et sport, il y en ait ou il y en ait suffisamment qui outre des compétences de manager, hein, j'ai évoqué ça tout à l'heure, c'est un des aspects du métier, je pense qu'il est bon qu'ils soient nombreux à avoir un passé dans le domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire ou des sports, ou de l'ensemble d'ailleurs. Et c'était un petit peu mon cas, parce qu'on est plus crédible vis-à-vis des partenaires et plus crédible aussi vis-à-vis des personnels qu'on encadre. Parce qu'un professeur de sport qui a comme inspecteur de référence quelqu'un qui ne connaît rien au sport, qui n'a pas pratiqué de sport, n'est pas très crédible, il faut être clair. Voilà, donc tout ça est finalement assez cohérent dans mon esprit, dans la conduite de ma carrière, que j'ai parfois essayé de conduire moi-même.
Alors, pour rester sur cet aspect biographie professionnelle, je note après un étonnant passage d'environ 4 ans au ministère de l'Intérieur. Alors, étonnant parce qu'il semble dévier un peu de ta trajectoire, une expérience dont tu pourras parler un petit peu également. Eh bien, après ces 4 ans-là, te voici nommé directeur de l'INSEP, succédant donc à l'ex-gymnaste Henri Boeriot à la tête de l'Institut. Et j'ai noté une petite coïncidence, tu es né en région parisienne, et pas très loin de l'INSEP justement. Alors, est-ce que l'INSEP, cet établissement, représentait de ce fait quelque chose de spécial à tes yeux, entre cette heureuse coïncidence et le prestige des lieux? Oui, je commence par ta dernière question. En fait, je suis né à Fontenay-sous-Bois, donc commune voisine de Vincennes et de l'INSEP. Mais assez rapidement, mes parents ont émigré dans le nord-ouest parisien, donc j'étais un peu aux antipodes de l'INSEP. Donc il n'y a pas de rapport direct entre mon lieu de naissance et l'INSEP, si ce n'est d'ailleurs que, enfin il faut quand même que je précise que mon premier contact avec l'INSEP, c'était pas l'INSEP, c'était encore l'INS, c'était en 1970-71, et ce n'était pas sous l'angle du sport que j'ai connu d'abord l'INS puis l'INSEP, c'était sous l'angle de la jeunesse et l'éducation populaire, parce que dans la foulée de mes activités d'animateur de foyer socio-éducatif de lycée, j'avais passé le BASE, un vieux diplôme qui n'existe plus, le brevet d'aptitude à l'animation socio-éducative, et j'avais commencé un cycle CAPAS, certifié d'aptitude professionnelle à l'animation socio-éducative. C'est l'ancêtre du DEFA actuel, des diplômes d'État aux formations d'animateurs. Ça aurait pu être une suite de carrière professionnelle. En tout cas, le projet était cohérent avec mon passé. Et comme simultanément, j'ai fait des études universitaires et qu'on ne peut pas tout faire simultanément, j'ai un peu choisi. Mais mon premier contact avec l'INS, c'était à l'ancien bâtiment qu'on appelait bâtiment U, ou bâtiment des mineurs, quand j'étais directeur, qui à l'époque, en 70-71, était le premier et le seul CREP, Centre régional d'éducation populaire, en Île-de-France, dont le directeur à l'époque était Henri Hutin, qui fut ensuite d'ailleurs directeur du CREPS de Châtenay à l'Abri. Voilà, ça c'est mon premier contact avec l'INS. C'est amusant parce que c'est pas sous l'angle sportif. Sinon, par rapport à ta question sur mon parcours au ministère de l'Intérieur, là, c'est un peu un concours de circonstances. En fait, le directeur qui m'avait qualifié de fonctionnaire dangereux, dont je t'ai parlé tout à l'heure, était devenu directeur de la sécurité civile. Et moi, à l'époque, j'étais directeur régional de la jeunesse et des sports en région centre, à Orléans. Mais j'étais célibataire géographique, parce que pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, il n'avait pas été possible que mon épouse me rejoigne sur un poste à l'éducation nationale. Bon, la gestion des carrières, des couples et des familles, c'est pas toujours facile. Et donc j'étais à Orléans depuis 2 ans et demi, et mon épouse et mes jeunes enfants étaient toujours restés en région parisienne. Donc ce directeur dont je te parlais, Joël Le Béchu en l'occurrence, qui m'avait apprécié comme chef de bureau, m'a demandé de venir l'aider à la direction de la sécurité civile à Paris, implantée à Levallois à l'époque, pour remettre de l'ordre dans un bureau qui avait des difficultés. En fait, assez souvent dans ma carrière, on est venu me chercher. Ça a été le cas aussi à l'INSEP, j'en parlerai après. Donc je suis revenu en région parisienne, ce qui a beaucoup fait plaisir à ma famille et mes enfants, tant mieux, et puis à moi aussi. Et j'ai découvert un nouveau ministère, celui de l'Intérieur, dans un aspect assez particulier quand même, parce que la direction de la sécurité civile, pour faire simple, c'est la gestion des sapeurs-pompiers. Et j'ai appris notamment 2 choses. Que chez les sapeurs-pompiers, il y avait un certain nombre de valeurs qu'on retrouve aussi dans le sport, qu'on retrouve à Jeunesse et Sport, une valeur de dévouement au service des autres, etc., qui est tout à fait admirable. Et puis j'ai découvert une nouvelle administration, une 3e en l'occurrence, parce que j'avais connu l'éducation nationale quand j'étais conseiller d'orientation, j'avais bien connu Jeunesse et Sport, et je voyais un 3e ministère. Et alors que nous, ministère de la Jeunesse et du Sport, on passe pour un petit ministère, pas très sérieux, etc., je me suis rendu compte de ce qu'était la réalité d'un très gros ministère comme le ministère de l'Intérieur. Et pour
enfin, de manière anecdotique et un peu humoristique, bien que dans un ministère soi-disant pas très sérieux, on gérait nos petits moyens financiers, mais on gérait des moyens dont nous disposions. Au ministère de l'Intérieur, j'ai été amené à gérer des dettes, parce que le ministère de l'Intérieur avait des dettes auprès des sociétés d'autoroutes où ils ne payaient pas les factures, etc. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'était amusant. Et donc, ça m'a donné une troisième expérience interministérielle au niveau du fonctionnement des administrations centrales. En matière de gestion, c'était très enrichissant. Mais pour enchaîner avec ta question sur l'INSEP, qu'est-ce qui s'est passé après ? Le problème, c'est que quand on est fonctionnaire réputé dangereux, et qu'on est en détachement dans un autre ministère, au bout de quelques années, on t'oublie dans ton ministère d'origine et tu demeures un étranger dans ton ministère d'accueil. Même si ça se passait très bien pour moi dans mon ministère d'accueil, je me disais quand même qu'on commençait bien à m'oublier à Jeunesse et Sport. Donc j'ai demandé s'il y avait des postes disponibles. Mais bon, il n'y avait rien pour moi jusqu'à un jour où l'adjoint au directeur de l'administration, qui m'avait connu comme chef de bureau, c'était un collègue, m'a téléphoné pour me dire que le ministre Guy Dru avait décidé de changer de directeur de l'INSEP et cherchait quelqu'un, que les candidatures qu'il avait reçues ne lui convenaient pas pour des raisons que je ne vais pas détailler, puis de toute façon je ne les connais pas vraiment, ce n'était pas mon problème. Et donc le ministre Guy Dru avait demandé à son administration si au sein de l'administration, il n'y avait pas des personnes qui pourraient faire le job. Et comme j'avais plutôt une réputation de bon gestionnaire, aussi bien en tant que chef de bureau que comme directeur régional, on m'a sollicité pour prendre la direction de l'INSEP, en l'occurrence la succession d'Henri Boériot, que je n'ai fait que croiser. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais apparemment le ministre n'était pas satisfait de la manière dont il manageait l'établissement et il y avait objectivement des tensions dans pas mal de secteurs. Donc on ne m'a pas caché que reprendre la direction de l'INSEP ne serait pas un travail facile. Et ça, ils avaient parfaitement raison, ceux qui me l'ont dit. Cela étant, avec l'innocence qui me caractérise et mon goût pour la découverte de sujets nouveaux, j'ai essayé de faire le travail correctement. Il fallait, d'une certaine façon, remettre sur des rails la boutique. Pour moi, le travail de manager que j'évoque dans la fonction d'inspecteur, il trouvait son emploi complètement à l'INSEP. L'INSEP, pour moi, était une grosse entreprise, enfin, et toujours. C'est une entreprise, pas n'importe laquelle, une entreprise de service public qui a des missions très particulières. Mais le rôle du directeur, c'est un rôle de manager, de faire travailler ensemble le mieux possible tous les secteurs de l'entreprise. Et ça, je pourrais rentrer dans le détail s'il y a lieu. Et justement, quand je suis arrivé, il y avait des secteurs qui ne marchaient pas très bien avec les autres. Et voilà. Je rentrerai dans le détail si tu me poses des questions là-dessus. Mais pour moi, le travail, c'était vraiment un travail de manager, de chef d'entreprise, d'une entreprise de service public. C'était passionnant, c'était aussi éprouvant, il faut être clair quand même. Mais je ne regrette surtout pas de l'avoir fait. J'en garde d'excellents souvenirs. Alors oui, justement, j'aimerais avoir un peu de détails, alors notamment les souvenirs que tu gardes de ton passage ici à l'INSEP, et puis surtout, quel résumé tu pourrais faire de ton action pendant ces 5 années passées à la tête de l'Institut ? Oui, merci pour cette question, parce que pour moi, évaluer ce qu'on fait, en faire le bilan, c'est très important. Et l'administration, même si elle a fait quelques efforts ces dernières décennies, c'est pas sa tendance naturelle de faire un bilan. Souvent, elle fait des réformes sans faire le bilan des expériences précédentes, ce qui est quand même assez consternant. Voilà. Donc, s'agissant de ce que j'ai pu faire l'INSEP, ce dont je me souviens, ou en tout cas qui m'a principalement marqué, d'abord, c'était la remise en ordre de l'Institut. Ça passait notamment par des réorganisations d'organigrammes. Je peux rentrer dans le détail s'il y a lieu, mais toujours avec l'objectif de faire mieux travailler ensemble les différents secteurs de l'INSEP. J'ai mis en place un conseil de direction, ce n'était pas original, mais je leur disais, vous êtes les 5 doigts de ma main, tous les doigts doivent travailler ensemble. Le département de la recherche, qui s'était autoproclamé département de la recherche d'ailleurs, et que j'ai rebaptisé département des sciences du sport, ce qui n'est pas
neutre, je pourrais expliquer le cas échéant, il fallait qu'il travaille davantage avec le département de la formation, parce que les chercheurs qui pouvaient faire sur le fond des travaux très intéressants, ça aurait été dommage que l'Institut n'en profite pas, à commencer par nos élèves, enfin nos sportifs de haut niveau en formation, notamment les formations de professeurs de sport ou les formations des entraîneurs. Ça, d'ailleurs, c'est un autre volet sur lequel je suis intervenu tout de suite en arrivant à l'INSEP. Le fameux diplôme de l'INSEP qui existait dans le passé n'existait plus depuis quelques années quand je suis arrivé à l'INSEP. Et il me paraissait important de remettre en place une formation de haut niveau pour, notamment nos entraîneurs, mais pour les cadres du sport en général. Et donc, autre tâche à laquelle je me suis engagé dès le début et qui a eu une suite assez rapide dans l'année de ma nomination. Nous avons remis en place, avec 3 options, un diplôme de l'INSEP qui a vécu un certain nombre d'années. Maintenant, il a été transformé en autre chose, mais c'est une suite normale et logique. Donc, en matière de formation des cadres, on a fait des choses intéressantes. Je me suis rendu compte aussi que le positionnement de l'INSEP par rapport aux fédérations en termes de politique d'accueil n'était pas forcément très clair, et donc j'ai remis en place avec Jacques Pinard, qui était l'intendant de l'époque, avec qui j'ai très bien travaillé, on a défini et on a fait valider par le conseil d'administration, bien sûr, une politique d'accueil avec des orientations prioritaires auprès des sportifs, des fédérations olympiques, en l'occurrence principalement les fédérations des Jeux olympiques d'été, bien évidemment, c'était normal, et décliner de cette politique d'accueil un certain nombre de règles de fonctionnement et même des tarifs adaptés à cette politique d'accueil. Donc voilà un certain... Alors, autre sujet sur lequel j'ai travaillé, je n'étais pas le premier, je n'étais pas le dernier non plus, c'est la rénovation des statuts de l'INSEP. Comme tu sais, l'INSEP est devenu grand établissement en 2009. C'était un travail qui avait été initié en 84-85 par un de mes prédécesseurs que j'ai beaucoup estimé, Claude Bouquin. D'autres l'ont repris après, Jacques Donzel, puis moi, puis Thierry Maudet, et finalement Thierry Maudet, qui était d'ailleurs un de mes collègues de promotion et qui est mon 4e successeur, je crois, a réussi finalement en 2009 à obtenir ce changement de statut d'établissement. Puis dernier point pour ne pas être trop long, mais j'ai beaucoup de souvenirs de l'INSEP. L'INSEP est un outil formidable au profit des sportifs de haut niveau. Il faut quand même parler un petit peu des sportifs de haut niveau, parce qu'on est là pour ça, on travaille pour ça. Le sportif de haut niveau, comme tu sais, c'est pas forcément un sportif professionnel, mais en tout cas c'est un sportif permanent, à temps plein. Et l'INSEP est un outil formidable dans la mesure où il concentre dans un même lieu les différents services dont a besoin un sportif de haut niveau, bien sûr l'entraînement, mais l'accueil, l'hébergement, la restauration, le suivi médical et la formation. Parce qu'en France, fort heureusement, on a le souci de la carrière du sportif de haut niveau après sa carrière de sportif de haut niveau, qui peut être brève dans certains cas d'ailleurs, et même s'arrêter brutalement s'il y a des accidents. Donc il y a une volonté de service public, là encore, et le rythme de vie des sportifs de haut niveau, c'est très important. Donc quand je suis arrivé à l'INSEP, le rythme de vie existait déjà depuis un certain nombre d'années, était relativement stable. On appelle toujours ça un peu le double projet, même si parfois on emploie des expressions différentes maintenant. Mais bon, je m'étais rendu compte aussi que, compte tenu du calendrier des sportifs de haut niveau, peut-être qu'il fallait adapter le cursus de formation en fonction de leurs échéances. Et on était schématiquement, pour faire simple, quand j'étais directeur de l'INSEP, sur un rythme de vie du sportif, début de matinée, formation scolaire universitaire, ensuite entraînement, début d'après-midi, pareil, et entraînement ensuite. C'était adapté, c'est toujours adapté dans certains cas, mais pas forcément pour tout le monde, pour tous les sportifs. Donc il fallait réfléchir là-dessus, c'est un sujet que j'ai engagé avant mon départ, d'autres ont pris la relève, et c'est aussi une époque où on a développé le téléenseignement pour les sportifs de haut niveau, pour pouvoir leur offrir un accompagnement pendant qu'ils étaient à l'étranger, à l'extérieur, sur les lieux de compétition. Puis dernier sujet aussi quand même que je veux évoquer, c'est la rénovation de l'INSEP en tant qu'établissement, en tant que locaux, en tant que... Voilà. L'INSEP était déjà dans un état de délabrement assez avancé quand je suis arrivé à l'INSEP.
J'ai réussi un peu laborieusement à convaincre la ministre de l'époque qu'il fallait faire quelque chose, ce dont elle a convenu, mais un peu tard, après les Jeux Olympiques de 2000 à Sydney. Mais elle est partie finalement en 2002, assez rapidement après. Donc on avait déjà commencé avec Camille Lecomte, qui était le responsable du service des travaux et installations sportives, à réfléchir à la rénovation des installations. Mais en fait, ce n'est qu'après, avec Jean-François Lamour, ancien sportif de haut niveau à l'INSEP, ancien kiné à l'INSEP d'ailleurs, et ancien ministre, c'est surtout grâce à lui en tant que ministre qu'il y a eu des moyens financiers importants consacrés à la rénovation de l'INSEP. Alors on peut discuter de la manière dont ça a été fait, notamment dans le cadre d'un partenariat PPP, partenariat public-privé, avec les conséquences sociales que ça a eu aussi sur certaines catégories de personnel. Mais ça, c'est un autre sujet, je pense qu'on ne l'abordera pas ici. Mais ce qu'on peut reconnaître, c'est quand même sur de nombreux secteurs, l'installation de l'INSEP a été considérablement améliorée à cette période. Alors là encore, je n'étais qu'un maillon de la chaîne, hein. En fait, les directeurs se succèdent, parfois à un rythme un peu trop accéléré. À mon goût, c'est pas bon pour la maison. Mais en général, tous apportent un petit quelque chose. Et finalement, le résultat global, c'est un outil qui est quand même assez performant et assez formidable. Il y a évidemment une vie après l'INSEP. À partir de ce moment-là, donc 2002, quelles sont tes activités professionnelles jusqu'à ton départ à la retraite, donc qui est arrivé il y a quelques années, en 2015 ? Qu'est-ce qu'on fait, que fait-on après avoir été directeur d'un établissement comme l'INSEP ? Oui, la reconversion n'est pas toujours facile d'ailleurs. Et j'ai eu l'avantage et l'inconvénient d'être nommé à l'INSEP relativement jeune, hein. J'avais à peine 50 ans, j'en ai même pas 50 ans. Donc ma carrière n'était pas terminée. Et le problème de l'INSEP pour les directeurs, c'est que c'est un poste quand même objectivement très exposé, parfois convoité à tort ou à raison. Et il se trouvait que mon détachement dans l'emploi de directeur de l'INSEP, c'était un détachement, tombait par hasard à l'époque des élections présidentielles de 2002. Et donc, toujours une époque de trouble, notamment pour les ministres et leur entourage, leur cabinet, parce que les ministres ne sont pas assurés qu'ils restent ministres, évidemment, et leur entourage non plus. Et en fait, mon premier successeur, c'était le directeur de cabinet de la ministre en exercice, qui avait, mis de côté le poste que j'occupais, qu'il pouvait réglementairement, me demander de partir, puisque mon détachement venait à échéance naturelle. Hein. Donc il s'est réservé le poste dans la mesure où il n'était pas certain de rester dans des fonctions équivalentes. Il fallait qu'il se trouve un point de chute. À sa place, j'aurais eu la même préoccupation de trouver un point de chute. Je ne sais pas si à sa place, j'aurais procédé comme il a procédé. Parce qu'en l'occurrence, c'était prendre mon poste sans se soucier vraiment, même sans se soucier du tout, de la suite de ma carrière. Et ça, c'est pas correct, honnêtement. Et donc, j'ai le plaisir, l'honneur d'être le premier directeur de l'INSEP à n'avoir jamais été nommé inspecteur général. Je ne suis pas le dernier, mais je suis le premier. Parce que le sort de mes prédécesseurs avait été quand même celui-là. Et donc, un peu par hasard, là, parce que une fois n'est pas coutume, on n'était pas venu me chercher. Il a fallu qu'on me retrouve un point de chute. On en a retrouvé un à l'administration centrale. Dans quel domaine, à l'époque, devait se mettre en place la loi organique relative aux lois de finances, une loi très importante, votée en août 2001. Nous étions en mai 2002, donc presque un an après. Personne ne s'était occupé au ministère de la mise en œuvre de cette loi organique. On m'a demandé si le sujet m'intéressait, alors là aussi avec ma curiosité intellectuelle, et puis mon expérience de gestion quand même, j'ai pensé que ça pouvait être un sujet très intéressant, il était très intéressant, et donc j'ai été nommé directeur de projet pour la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances. Sujet complètement différent de la responsabilité de l'INSEP, mais sujet passionnant. C'est un travail que j'ai fait un moment, ça s'est même très bien passé parce que j'avais des rapports avec le Sénat, l'Assemblée nationale, enfin les députés ou sénateurs concernés par le sujet. Ça se passait très bien avec eux, ils étaient satisfaits de mon travail. Le directeur de l'administration centrale de l'époque aussi,
tant mieux, mais il y a eu des changements de directeur et son successeur n'était pas, si je puis dire, sur la même longueur d'onde, donc ça s'est moins bien passé, et finalement, peu à peu, notamment parce que j'ai pris des responsabilités syndicales, on m'a demandé de quitter la direction de l'administration. J'ai été récupéré un petit peu par Hervé Savy, dont j'ai parlé, qui était délégué à l'emploi et formation, qui souhaitait que mes compétences en matière de plongée subaquatique soient utilisées pour rénover la filière plongée. Donc j'ai continué à travailler avec lui, très bien d'ailleurs, dans un très bon contexte, mais lui aussi est parti. Et peu à peu, si je puis dire, on m'a oublié en administration centrale. L'administration, non seulement n'est pas toujours reconnaissante, mais ne sait pas non plus bien gérer ses ressources humaines. Donc pour dire clairement, j'étais sur une voie de garage. Je postulais pour être sous-directeur à la direction des sports ou des choses comme ça. Alors soit on ne me répondait pas, soit on me répondait qu'on n'avait pas besoin de moi. Donc j'ai pris conscience de tout ça, il ne faut pas être naïf. Comme j'avais été élu par mes collègues secrétaire général du syndicat des inspecteurs, ce que l'administration n'appréciait peu, mais là aussi, c'est pas très malin de sa part, je pourrais dire pourquoi, parce qu'elle a toujours besoin de partenaires sociaux. Elle ne sait pas non plus bien gérer non seulement les ressources humaines, mais les partenaires sociaux. Et donc, étant secrétaire général du syndicat, comme il existe toujours dans la fonction publique des possibilités de détachement pour des permanents syndicaux, eh bien, puisque j'étais sur une voie de garage, mieux vaut orienter l'aiguillage sur la voie qu'on préfère, et puisque l'administration manifestait clairement qu'elle n'avait pas besoin de moi, je suis devenu permanent syndical, et là je pense que j'ai joué un rôle social utile pour mes collègues pendant quelques années, jusqu'à la fin de ma carrière, mais je savais très clairement que j'étais grillé pour une suite de carrière à Jeunesse et Sport. Cela dit, je regrette, il ne faut pas regretter les choses dans sa vie. Je pourrais regretter de ne pas avoir été inspecteur général, mais c'est pas grave. J'avais, en tant que représentant syndical, une liberté d'expression, une liberté d'analyse des politiques publiques, finalement peut-être plus grande que celle que j'aurais eue en tant qu'inspecteur général. Donc, même si la fonction était beaucoup moins prestigieuse, je ne parle pas des conditions d'accueil de bureau, ce qui était lamentable, j'ai pu pendant 8 ans, aider mes collègues. Ce n'était pas inutile pour un corps qui était quand même objectivement, peut-être pas en voie d'extinction au sens juridique du terme, mais en déconfiture totale en termes d'effectifs, parce que les effectifs ont continué à régresser considérablement. Et mes collègues avaient besoin d'aide, et je crois honnêtement que j'ai pu leur en apporter. Donc ça, c'est comme ça que j'ai terminé ma carrière professionnelle, mais comme tu l'as évoqué, on en parlera peut-être après. Après la carrière professionnelle, on peut encore faire des choses. Oui, justement, c'est ce que j'allais te dire. La retraite n'a pas freiné du tout ton besoin ou ton envie de t'investir. Ce que tu fais au sein du Conseil de l'emploi et de la formation de l'IFCE, du comité d'histoire du ministère, par exemple, est-ce que tu peux détailler un petit peu la nature de ces engagements ? Oui, tout à fait. Et là encore, comme de nombreuses reprises dans ma carrière, on est venu me chercher. Historiquement d'abord pour le comité d'histoire. C'est très bien que les différents ministères aient mis en place peu à peu des comités d'histoire, parce qu'il est important, je le dis toujours, il faut connaître son passé pour mieux définir ses projets pour l'avenir. Comme me disait un de mes collaborateurs à l'INSEP, le chef du département du sport de haut niveau à l'époque, si tu veux doubler, il faut commencer par regarder dans le rétroviseur. L'image est belle, d'autres ont des images de cette nature. Et donc, parce que c'est nécessaire de connaître son passé, c'est nécessaire pour mieux construire son avenir, et parce que le ministère Jeunesse et Sport, qui globalement a été créé après la guerre, les générations de personnel qui se sont succédés commençaient à disparaître, à mourir tout simplement. Il devenait urgent qu'on recueille un peu cette mémoire. Alors, je ne suis pas de la première génération de Jeunesse et Sport post-guerre, je suis plutôt de la troisième, on va dire. Mais bon, il y avait encore des témoins et des choses à faire. Donc le comité d'histoire, à l'époque, qui était présidé par
Richard Monroe, inspecteur général, avec Pierre François, un autre inspecteur général qui lui était à la retraite. Bon, ils sont venus me chercher pour m'occuper de la communication du comité d'histoire. Je m'en étais occupé pas mal au plan syndical, donc ils connaissaient mes compétences. Et je leur ai dit oui, tout à fait d'accord pour mettre en place une lettre du comité d'histoire, puisque vous pensez à ça en termes de communication. Mais il n'y a pas que ça. Et vous avez un site internet du comité d'histoire, mais personne ne va le consulter parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut y trouver, il est mal organisé. Donc il faut remettre de l'ordre, réorganiser ce site internet. On m'a dit gentiment, bon d'accord, tu t'occupes de la lettre du comité d'histoire, puis après tu t'occuperas du site internet. Ce que j'ai fait, d'ailleurs j'ai été le responsable de près d'une quarantaine de lettres du comité, donc comme un certain passé. Et puis surtout, j'ai réorganisé très vite ce site internet en le rendant plus simple d'accès, plus cohérent, et notamment en créant une rubrique de fiches de repères historiques. Et pour dire un petit peu plaisantant, mais ce n'est pas une plaisanterie, en fait, je voulais que dans ces fiches de repères historiques, le terme dit assez bien ce que ça veut dire. Hein. Ce sont des repères, c'est historique et même chronologique la plupart du temps. Je voulais donner les moyens, je dirais, non seulement aux jeunes, enfin aux chercheurs, aux étudiants intéressés aux historiens intéressés par l'histoire de nos ministères chargés de la jeunesse et sport. Je voulais leur donner des repères, des moyens d'approfondir, et aussi aux jeunes générations, aux nouveaux recrutés, pour leur donner de manière d'accès rapide et facile des informations sur l'histoire de leur secteur. Et dit sous forme de plaisanterie, j'ai écrit, puisqu'il existe à l'heure actuelle une trentaine de fiches accessibles sur le site internet du ministère, une trentaine de fiches de repères historiques. J'en ai écrit moi-même à peu près la moitié d'ailleurs, et j'ai écrit ce que j'aurais aimé pouvoir lire dans les différentes avant de prendre les différents postes que j'ai occupés. Parce que quand tu prends la direction de l'INSEP, tu peux crouler sous les informations diverses et variées, des budgets prévisionnels, des rapports variés, mais tu n'as pas de document de synthèse. Donc ces fiches de repères historiques sont des documents de synthèse. Ça concerne les personnels, les statuts, leurs missions. J'ai remis en place des annuaires historiques. Les archives du ministère étaient là aussi assez défaillantes. Heureusement que j'avais des archives syndicales. Et j'ai créé des fiches sur les missions. J'en ai écrit une sur le sport de haut niveau, quand même. C'est une mission importante, hein. Donc, c'est quoi l'histoire du sport de haut niveau dans la politique du ministère? C'est un sujet passionnant. J'en ai écrit sur les établissements. J'ai commencé par l'ENE, d'ailleurs, par l'École nationale de voile, l'ENV, et de sport nautique maintenant, autre établissement que j'aimais beaucoup. J'ai poursuivi notamment sur l'INSEP, où j'ai déjà mis en ligne une fiche sur l'histoire du département médical, de 1852 jusqu'à 2022, ça fait quand même un sacré panorama. Et comme l'INSEP est quand même un très gros morceau, je découpe mes fiches en plusieurs morceaux. Est accessible en ligne pour l'instant une fiche sur l'histoire de 1852, la création de l'école de Joinville, jusqu'à la fin de cette école en 1939-40. Et je poursuis 3 autres chapitres en cours d'écriture actuellement sur les autres périodes, la période INS, pour faire simple, la période INSEP dans les statuts de 1976, et puis la période INSEP depuis 2009 dans les nouveaux statuts. Donc ça m'occupe beaucoup, et ça me plaît beaucoup, parce que ça me permet de retrouver des gens avec qui j'ai travaillé. Enfin, mais il n'y a pas qu'INSEP dans ces fiches, il y a d'autres sujets, bien évidemment. Quant à l'IFCE, mais là encore, on est venu me chercher. L'IFCE, c'est la fusion, comme tu sais sans doute, de l'École nationale d'équitation et des haras nationaux. Une fusion qui s'est faite dans le cadre de la RGPP, la révision générale des politiques publiques, dans le courant de la première décennie du XXIe siècle. On pourrait critiquer largement la RGPP, mais en tout cas, un de ses résultats a été des regroupements d'établissements, parfois un peu contraints et forcés. Ça a été le cas d'ailleurs pour les haras nationaux et pour l'École nationale d'équitation. Mais néanmoins, même si les conditions de démarrage de cet établissement ont été extrêmement difficiles et que l'établissement aurait pu échouer, il ne faut pas oublier que la Cour des comptes, dans un rapport, demandait en 2016 la suppression, la fermeture de l'IFCE. Bon, et tout ça, je le sais bien, parce que justement, j'ai aussi écrit
des fiches de repères historiques sur l'École nationale d'équitation d'une part et sur l'IFCE d'autre part. Et donc l'IFCE avait la particularité d'avoir créé des conseils ou comités, en l'occurrence un conseil scientifique et un conseil de l'emploi et de la formation. Alors qui initialement n'était qu'un conseil de la formation d'ailleurs. Il faut savoir que la filière équine, à la différence d'autres filières sportives, est une filière extrêmement complexe, avec un très nombreux partenaires. Enfin, pour donner un ordre de grandeur, rien qu'en équitation, qui est un secteur de la filière équine, parce qu'il y a le secteur des courses, il y a le secteur des artistes équestres, je peux rentrer dans le détail, il y a le secteur de l'hypophagie, de la viande de cheval, des choses extrêmement diverses, et donc des interlocuteurs extrêmement diverses. Pour qu'un institut comme l'IFCE fonctionne, il faut qu'il ait des contacts avec les représentants, avec ses différents partenaires représentatifs de la filière dans sa diversité, qui correspond aux divers usages du cheval. Il y a même l'usage du cheval comme moyen de transport qu'on essaie de réhabiliter maintenant dans une perspective écologique. Donc l'IFCE a besoin de conseils et comités qui regroupent les représentants de la filière et qui donnent des conseils pour aider la direction de l'établissement et les ministères de tutelle à définir une politique de service public utile. Donc ces conseils et comités sont thématiques parce qu'ils concernent des sujets différents. Le conseil scientifique, c'est différent du conseil qui s'occupe de l'immatriculation des chevaux. C'est encore un sujet très technique. Et le conseil emploi-formation. Donc on est venu me chercher parce qu'on cherchait justement quelqu'un qui ne connaissait rien à la filière équine. Quand on m'a sollicité, j'ai dit « je ne connais rien ». On m'a dit « c'est exactement ce qu'on veut », à savoir quelqu'un qui n'ait pas de parti pris, mais quelqu'un qui ait quand même une expérience de management des groupes, avec des partenaires du public et du privé, qui pourrait faire le job. Effectivement, mon passé, entre autres comme directeur de l'INSEP, mais mon passé dans les différentes administrations, mes relations avec les différents mouvements sportifs, faisait que j'avais une expérience de la chose et que donc j'ai accepté en disant bon bah vous me prenez à l'essai, hein, si ça marche vous continuez, si ça marche pas vous faites autrement. Et puis bon ça s'est mis en place en 2019, on est en 2023. J'ai un mandat de 3 ans renouvelable 2 fois. Il a déjà été renouvelé, donc ils sont satisfaits de mon travail. Et moi, je suis très heureux de travailler avec les personnes de l'IFCE. Je retrouve un petit peu, d'ailleurs, l'ambiance de travail que j'avais ou que j'essayais de développer à l'INSEP, même si je n'ai pas le même niveau de responsabilité, et puis qu'il n'y a plus du tout d'enjeu professionnel pour moi. Donc finalement, c'est un plaisir, et comme je le dis en tant que retraité, je veux bien travailler sur certains sujets, mais à condition d'y éprouver un plaisir. Je ne suis pas contraint de le faire. Si je n'y éprouve plus le plaisir, je passe à autre chose. Et je veux bien travailler donc avec des gens avec qui j'ai le plaisir de travailler et sur des sujets qui m'apportent des choses. Et comme je ne connaissais rien à la filière, j'ai appris beaucoup de choses depuis. Ça m'enrichit culturellement. Ça renvoie à mes orientations de ma prime jeunesse. J'apprends des choses. Et il n'y a pas plus tard que 2 jours d'ailleurs, non qu'hier, on me demandait de clôturer un colloque sur le cheval à Paris, l'histoire du cheval à Paris. Là encore, j'avais affaire à des historiens, des spécialistes. J'ai appris beaucoup de choses cet été en lisant ce qu'il me fallait pour faire une conclusion digne de ce nom. Mais surtout, le côté positif, c'est que je continue à apprendre des choses et ça me plaît. Eh bien, merci Michel pour ce témoignage qui fait partie aussi des archives de l'histoire de l'INSEP. Moi, je suis toujours content aussi d'avoir un ancien directeur ici. Bonne continuation pour toutes ces activités. Merci d'être venu et puis à bientôt, j'espère. Oui, un petit mot aussi. D'abord pour te remercier et pour te dire que tout le travail que tu fais avec ces enregistrements peut enrichir le travail que je fais moi-même pour ces fiches de repères historiques, en mettant des liens et puis comme ils apportent en soi des compléments d'information très utiles à mon approche qui est quand même un peu très administrative et chronologique. Là, ce sont des éléments humains supplémentaires qu'on peut raccrocher qui sont très précieux. Merci beaucoup. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre.
Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.